Nouvelle semaine, la 39e de l'année et nouvelles audiences du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, Trui TV et Watt FM. Bonjour à Barça Logo, bonjour à Bungu et bonjour au 269e jour de cette année 2022 qui en compte encore 96 avant les adieux. Bien entendu, il ne s'agit pas d'adieu dans cette émission, mais plutôt du Burkina. D'abord avec ce déplacement du président de la transition, Paul-Henri Damiba, à l'ONU, puis ensuite avec ce bouillonnement politique qui préfigure une recomposition de la classe politique. C'est de tout cela dont il sera question dans cette émission du tribunal de l'actualité, cette nouvelle audience avec le collège des juges au grand complet. Bonjour juge Bernard Goubman, bienvenue au tribunal pour cette nouvelle semaine de décryptage de l'actualité. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Vara, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Vara, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Bonjour président, auditeurs, téléspectateurs, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous. Voici la séquence avant-propos de cette première audience de la semaine du tribunal de l'actualité. Juge Bernard Bougman, quel est votre avant-propos du jour? Je m'excuse, mon avant-propos, c'est, comme c'est un lundi, c'est pour vous souhaiter une très bonne semaine, souhaiter à tous les Burkinabés également une très bonne semaine, un très bon lundi, dans ces difficultés où l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que quand on suit l'actualité, il y a des choses dont on n'imaginait pas que ce soit possible. Le cas d'Abou Boukari est un exemple palpable. Mais c'est arrivé, justice a été rendue, un pan de ce qui est arrivé a été connu. Donc, espoir également d'un lendemain meilleur pour le Burkina Faso, un Burkina Faso qui tire le son de son passé pour pouvoir reconstruire effectivement le présent, mais dans la vérité, dans la sincérité, dans la conduite des choses. C'est ce que je souhaite à tout le monde, beaucoup de courage, de persévérance, encore une fois, agréable journée et excellente semaine. Agréable journée et excellente semaine, nous dit le juge Bernard Bougman. Juge Vara, Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Mon avant-propos, c'est ce qui est ressorti de façon majeure au mot à dire. Donc, ce qui nous a précédé, animé par David Nana, c'est la bastonnade du week-end des hommes de tenue qui décident de s'en prendre aux civils au quartier d'Apoya. Quand on regarde, on a vu des photos de certaines personnes qui ont passé un sale quart d'heure et qui emportent encore les stigmates. Et il y a eu la promptitude quand même dans la réaction du chef d'état-major général des armées qui a fermement donc condamné ces agissements et a rappelé que ce ne sont pas des actes qui, dans un contexte qui est celui burkinabé, qui pourraient rassembler les populations autour de ces forces-là. Ça, c'est une réalité, mais on rappelle que c'est dans la nuit du 23 au 24 qu'il y a eu l'un des leurs qui est décidé dans des circonstances non encore élucidées. Et donc la justice n'a pas encore donné le clair mot là-dessus. Et c'est après cela qu'il y a un peu une mission punitive. Maintenant, punir qui? Je ne sais pas si tous ceux qui ont le malheur de passer sur un axe ou bien dans une zone sont de connivence avec ou bien sont liés à ce qui s'est passé. C'est vraiment déplorable que de réfléchir comme ça, que de penser comme ça. Et ça amène à réfléchir. Si, parce que vous avez perdu l'un des vôtres, vous vous comportez comme ça en pleine capitale, donc si on est dans des hameaux, dans cette guerre contre le terroriste, dans un village, qu'est-ce que vous ferez? Donc il n'y a pas un bon message qui est envoyé. Ce qu'ils ont envoyé comme message, c'est vraiment pas bon et c'est pas la première fois qu'ils le font. Maintenant, pour moi, la récurrence de ces faits-là, ça ne dénote rien d'autre que les auteurs restent impunis. Sinon, s'ils savent que ceux qui sont dans leur rang, qui s'adonnent à cela, se sont vus, ont dû occuper de certaines décisions punitives, on pourrait éviter encore que cela se fasse. Maintenant, quand je dis punition, il ne s'agit pas de mettre quelqu'un, je ne sais pas moi, à l'isolement 2 jours et puis le ramener et c'est fini. Dans ce cas de figure, et tant que l'acte n'est pas puni à la hauteur de conséquences que cela a dans les rapports entre population et forces de l'ordre, ça va continuer.
Parce qu'on peut nous dire, oui, bon, les derniers, voilà ce qu'on leur a fait, mais vous avez fait quoi? Puisque ça continue, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir, il faut vraiment revoir. Et puis, la façon de se comporter, là, c'est d'une autre époque, c'est d'une autre ère. On ne peut pas continuer de se comporter comme ça. C'est pas parce que vous avez perdu l'un des vôtres que vous pouvez vous permettre de bastonner qui vous voulez, comment vous voulez. Même quand vous avez perdu l'un des vôtres au front, ça ne vous donne pas le droit de tirer sur tout ce qui bouge. Et ça, ceux qui ont pour mission la défense des droits de l'homme sont souvent sur leur chemin pour cela. Donc, en pleine capitale, s'adonner à de tels actes, c'est à condamner, c'est condamnable. Et donc, en plus, on n'a pas besoin de ça à un moment donné où on a besoin de population, on a besoin de Burkinabés qui soient tous unis derrière une armée pour qu'on ait des résultats. Il faut que l'armée se discipline davantage. Le chef d'état-major général a tiré les conclusions. En tout cas, on a vu ce communiqué. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci, Président. La semaine dernière, on a vu l'aboutissement du dossier d'Abou Boukari. C'est un dossier vieux, depuis 1990. Donc ça fait plus de 30 ans que des étudiants, notamment de l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB et de l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB, réclament justice, de même que sa famille. Certains même avaient perdu espoir qu'un jour on puisse finalement juger cette affaire-là. Mais avec la détermination des acteurs, avec l'engagement des uns et des autres, on a réussi donc à faire juger ce dossier-là la semaine dernière. Et quand on écoute les témoignages qui sont ressortis, on se rend compte que ce pays-là vient de très loin et que les uns et les autres ne lésinaient pas quand il s'agissait donc de faire taire tous ceux qui les dérangeaient. Et je voudrais donc ici féliciter une fois de plus ces étudiants qui pour la plupart sont aujourd'hui dans la vie civile, dans beaucoup de ministères, travaillent partout, qui ont tenu le flambeau pour qu'aujourd'hui justice soit rendue à Dabo Boukari. C'est une invite également à la persévérance pour les dossiers qui restent, parce qu'il y en a encore. Je pense au dossier Norbert Zongo, je pense à Oumarou Clément Ouedraogo, je pense au juge Nebié. On a encore donc des crimes de sang qui dorment dans les tiroirs. Et c'est une invite aussi à la justice de continuer à faire le travail, parce que pour la réconciliation au Burkina, il faut bien entendu passer par la case vérité et justice. La case vérité et justice qui nous amène aussi à la réconciliation. C'était la fenêtre avant-propos des juges. Nous entrons donc de plein pied à présent dans cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première audience de la semaine. Premier sujet enrôlé donc pour cette audience, la sortie du président de la transition burkinabé à New York aux États-Unis. C'était pour l'ouverture le 20 septembre dernier de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Juge Bernard Bourgma, déjà, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce déplacement? Comment vous appréciez cette sortie du président Paul-Henri Damiba? Bon, c'est une sortie qui est aussi naturelle comme les autres sorties et toutes ces personnalités qui se sont succédées à cette même tribune. C'est voulu par le fonctionnement des Nations Unies. Donc l'Assemblée générale se tient en septembre de chaque année. Donc c'est voulu ainsi. Et chacun vient et on discute aussi des enjeux du monde. À côté de la balade de santé, de la balade politique, ça il faut également le reconnaître, il y a d'autres discussions suffisamment sérieuses par moment entre les couloirs des Nations Unies ou certains hôtels UP de la ville de New York sur des questions bilatérales et ou multilatérales. Et la démarche de Burkinabé conduite par le président lui-même n'échappe pas à cette règle. Donc c'est dans ce contexte qu'il s'y est retrouvé. Mais maintenant, comment est-ce que j'ai retrouvé sa prestation au niveau de la tribune des Nations Unies? Oui, on viendra au discours après. Okay. Déjà, dans l'ensemble, cette sortie, quelles appréciations on peut faire? Oui, juge Vara, peut-être il faut également préciser qu'avant à l'ouverture de la 77e Assemblée générale, il y a eu ce sommet sur la transformation de l'éducation auquel a pris part le Premier ministre. Comment on peut apprécier ou juger la présence du Burkina, un pays en transition, à cette enceinte, à ce rendez-vous mondial?
Oui, pour moi, il y a deux choses qu'il faut faire remarquer. Vous savez, quand vous venez après un coup d'État et que vous devriez donc mener une transition, la première des choses, c'est de se rassurer que vous êtes assez bien vissé à votre fauteuil. Et je pense que l'un des indicateurs, c'est peut-être la façon dont vous êtes à l'aise de sortir et de revenir. Je crois que ça aussi, c'est un indicateur clé. Et donc, on a senti déjà notre chef d'État qui a commencé des missions à l'extérieur avec ses pays voisins. Et puis maintenant, aujourd'hui, on a ce grand rendez-vous onusien qui pour moi est un rendez-vous à ne pas rater parce que c'est le moment de rencontre avec des personnes que vous trouvez tous en un lieu et à des moments où ça aurait demandé peut-être beaucoup plus, même si on va essayer de compartimenter des visites pour ces personnes-là, ça va revenir beaucoup plus, un peu plus onéreux. Mais c'est une opportunité. La preuve, quand vous voyez la CEDEAO qui prétexte un peu de ce rendez-vous-là pour pouvoir se réunir à côté et discuter des questions qui concernent notre sous-région, ça veut dire l'opportunité qu'il y a à tenir et à tenir des fois des rendez-vous en marge de ce grand rendez-vous-là. Donc je trouve que c'est normal. Déjà, il y a déjà cela. Maintenant, en même temps, ce qu'on a remarqué, c'est ce qui a fait un peu, a été très remarquable pour les Burkinabés, c'est que il y a le président qui n'était pas là. Il y a son premier ministre qui l'avait dévancé. Il y avait pratiquement les 3/4 du gouvernement qui n'étaient plus présents. La preuve, on nous a informé avant le mercredi, là c'était mardi, avec le message qu'on nous envoie assez souvent, demain conseil des ministres, mais cette fois-ci demain, pas conseil des ministres. On a compris que toute la semaine c'était déjà parti comme ça. Mais donc, bon, c'était un peu tout l'exécutif qui était hors du pays. Maintenant, derrière, est-ce que ce n'est pas le caractère de l'opportunité? Il y a cela, mais si je me dis qu'il faut assez lire aussi les choses. Ça veut dire qu'ils sont maintenant bien assis pour que tout le monde se lève et quitte Ouaga comme ça. Ouais, tout le monde se lève et est parti à Ouaga. C'était un rendez-vous à ne pas manquer, juge Inoussa Ouedraogo. Je ne sais pas ce que ça apporte véritablement à nos pays et à nos populations, surtout quand on est dans un contexte comme le nôtre. Non seulement nous sommes en transition, et nous sommes à une phase de notre histoire où tout est pratiquement au rouge. Le président lui-même le reconnaît. Et je ne sais pas quelle était la pertinence d'envoyer toute cette cohorte de personnes là-bas. Surtout que certains indiquent que nous n'avions jamais eu autant de personnes dans la délégation burkinabé pour aller à ce discours des Nations Unies. J'imagine ce que ça peut coûter aux contribuables burkinabés. Et quand on va pour demander du soutien, on fait l'effort d'être sobre pour montrer justement à ceux à qui on va demander qu'effectivement on est soucieux du peu qu'on a déjà. Et ça se faisait dans un contexte où justement de nombreux Burkinabés cherchaient à manger et que désormais on largue même la nourriture à travers donc des hélicoptères. Dans ce contexte, je pense qu'il aurait fallu envoyer une délégation modeste de quelques personnes. Le président aurait pu ne pas y aller, il aurait pu faire livrer son discours par son premier ministre qui y était déjà. Et je pense donc que s'il y a un souci de rationaliser donc les ressources de l'État, on aurait pu mieux faire en termes donc de mobilisation de personnes. Même si évidemment on peut indiquer que chacun a son rôle, je reste persuadé que les autres années où on était dans des situations normales et que les présidents élus démocratiquement y allaient normalement, ils allaient avec moins de délégations alors que le Burkina se portait mieux. Donc, mais il appartient en tout cas à ceux qui sont allés avec toute cette délégation-là d'expliquer un peu aux Burkinabés pourquoi tout cela et qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on gagne en retour. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? De toute façon, le président a livré donc un message à la tribune des Nations Unies, ce discours dont Bernard Bougma, le juge Bougma, brûlait d'envie de nous parler tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez donc de ce discours du président d'Amiba aux Nations Unies? Bon, je retiens un président qui s'est débarrassé de son treillis militaire et de ses ringues pour faire normal.
Donc, on l'a vu en costume. Oui, Damiba continue de vouloir faire du normal dans ce qui n'est pas normal, comme l'a dit quelqu'un. Vous faites un coup d'État, vous voulez vous comporter comme un président démocratiquement élu, vous partez porter la chaîne devant les grands juges du Burkina, investiture, serment et tout, et puis bon voilà. Et par moment, vous violez le serment, et puis vous continuez, mais bon voilà. Et aussi, j'ai vu que devant la communauté internationale, il y a de bons putschistes et il y a de mauvais putschistes. Donc il y a de bons coups d'État et il y a des coups d'État qui ne sont pas bien, puisqu'on peut admettre certains qui ont fait un coup d'État là-bas. On peut ne pas admettre d'autres. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Vous classez voilà, qui même, dans les même, bons putschistes même Thomas Sankara, auteur de coup d'État, s'est retrouvé à cette même tribune des Nations Unies. Donc ce n'est pas nouveau qu'on retrouve quelqu'un qui a fait un coup d'État à la tribune des Nations Unies et de l'Union africaine. Maintenant, on a des voisins également qui ont fait un coup d'État. Je ne pense pas qu'ils soient les bienvenus. De Doumbouya à Goïta, je ne crois pas qu'ils soient les bienvenus. J'ai dit c'est ce classement-là dont je parle. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un qui a fait un coup d'État s'adresse à la tribune des Nations Unies. Pour l'histoire, il y en a eu beaucoup. Mais je dis, on a des voisins qui ont fait un coup d'État qui n'y sont pas. Je ne pense pas qu'ils soient les bienvenus quand on tient compte de l'actualité et des sorties de certains diplomates et même des cadres des Nations Unies et même sous-régionales à leur endroit. Je ne crois pas que ce soit des personnes qui soient les bienvenues à cette tribune-là. Ce que je note également, c'est que dans la forme comme dans le fond, le chef de l'État s'est battu comme il pouvait, en butant par moment, mais aussi je ne sais pas si de façon littéraire, voilà, en plagiant son prédécesseur et ancien président d'ailleurs à cette même tribune, qu'il a trouvé des formules pour ne pas dire nous voulons l'aide qui nous aide à dépasser de l'aide. C'était trop gros quand même pour eux. Il n'y a pas à se... Oui, mais si plusieurs années après, cette réalité est la même, pourquoi vous voulez qu'ils ne le disent pas? Je n'ai pas dit ne pas le dire. Il faut citer l'auteur et puis passer à autre chose. Parce que tout le monde sait que c'est la célèbre phrase de Thomas Sankara. Donc vous citez la phrase, vous tournez pour pouvoir dire des choses qui... Bon, c'est comme si ça vous gêne de dire que c'est lui, mais pourquoi vous prenez la phrase? Donc ça a été quand même gros. Et même dans le rendu, quand on écoute, dans le rendu, on se rend compte que monsieur se débrouille pour ne pas répéter exactement les mêmes termes. Mais c'est ça, le plagiat, c'est ça. Mais bon, il a pu se tirer de façon générale son épingle du jeu en appelant la communauté internationale à soutenir le Sahel. Parce que s'il y a une déflagration au niveau du Sahel, ça va taper le golfe de Guinée et bien d'autres, et l'Europe. Donc, je pense que les Occidentaux sont conscients de ces enjeux-là. Donc, leur rappeler cela, je pense que c'est aussi bien. Donc, sur ces questions liées au terrorisme, j'ai dit bien, il a su bien tirer son épingle du jeu parce que c'est aussi la réalité des faits. Voilà. Donc, c'est un discours qui a ses faiblesses, qui a aussi ses forces, par moins de contradictions, mais l'essentiel étant d'appeler cette communauté à venir nous soutenir. Alors, juge Vara, il y en a quand même, il y a certaines personnes qui estiment que cette phrase est antérieure tout de même à Thomas Sankara. Ben, on ne va pas faire la guerre de la paternité de cette phrase-là ici, à cette audience. Qu'est-ce que vous retenez de temps fort ou d'annonces fortes dans ce discours du président de la transition à la tribune des Nations Unies? C'est justement ça. Je ne pense pas qu'il y en ait de grands comme ça. Ce que vous allez lire, entre autres, c'est que le Burkina est un pays qui, de par sa situation géographique, devrait aider si d'aventure tout le monde venait à son chevet, à éviter que la gangrène ne s'étende jusqu'à atteindre les pays côtiers. Ça a été le message en gros. Mais ça, c'est déjà su que le Burkina seul ne pourra pas s'en sortir. Il faudrait que tout le monde prenne conscience que les vrais défis aujourd'hui, c'est sécuritaire et après on cite d'autres choses. Ça, c'est des choses qui sont connues. Mais il y a un point que je sortais tout à l'heure, Bernard, que tout le monde n'est pas invité de la même façon, on n'y a pas droit. Mais attention, même le Mali était avec son Premier ministre qui a livré son discours le 24, qui n'y est pas allé du dos de la cuillère, qui est allé sur les problèmes du moment. Il a commencé rapide avec les soldats ivoiriens qu'il a traités de mercenaires avec, comme il dit, des fonctions de maçon et de menuisier sur des passeports, alors qu'il venait déstabiliser. La France a eu pour son grade, la Côte d'Ivoire aussi et tout. Donc chacun y était d'une façon ou d'une autre. Maintenant, Goïta a préféré lui rester au Mali
et puis se faire représenter par son Premier ministre qui a livré un discours qui est dans la lignée que Goïta peut-être aurait livré et qui est dans la vision que Goïta aurait livrée. Maintenant, nous avons fait le choix, malgré que notre Premier ministre y était déjà, pour d'autres choses, de faire le déplacement pour un discours qui est livré par le président lui-même. Soit. Mais je dis, quand on lit le discours, bon, il n'y a pas... le discours n'est pas si historique, n'est pas si mémorable de par son contenu, et on est dans la redite de ce qu'on sait. Si ce n'est qu'on est venu un peu pleurnicher comme d'habitude, regardez notre cas. Notre cas, si vous ne le regardez pas de la façon dont il se doit, eh bien, vous aurez d'autres problèmes à régler parce que ça va s'étendre à d'autres pays. C'est comme ça. Lisez le discours du début jusqu'à la fin. C'est de ça qu'il s'agit, parce que nous, tout seuls, on ne peut pas s'en sortir. Oui. Mais en même temps, on commence aussi par justifier pourquoi est-ce qu'on est venu. Exactement. Ah oui, parce qu'il dit pourquoi il a fait son coup d'État. Exactement. Mais il faut expliquer ça au monde. Il explique pourquoi, et il dit d'ailleurs, je le cite, si dans l'absolu, le mouvement du 24 janvier dernier est illégal et peut être répréhensible au regard des principes chers aux Nations Unies et à la communauté internationale dans son ensemble, nous pensons que cette interruption de l'ordre constitutionnel, au regard de ce qui prévalait, était nécessaire et indispensable. Elle était surtout une question de survie pour notre nation. Fin de citation. Une question de survie pour notre nation. Mais voilà un discours dans son déroulé après, qui est celui du... Pour moi, il n'y a pas 46 façons d'appeler ça. On est allé pleurnicher encore pour demander qu'on vienne nous soutenir dans la lutte contre le terrorisme. Alors qu'il y a le premier discours lorsqu'on prend le pouvoir ici pour dire on est venu en solution, parce que ce qui s'est passé là, ça ne pouvait pas aller. Nous, on a la solution pour pouvoir régler le problème burkinabé, celui sécuritaire, et reprendre du territoire jusqu'à ce qu'on a appelé la restauration. C'est la restauration totale de notre territoire. Oui. Mais si on était si convaincu de cela, c'était en comptant sur l'extérieur. C'est vrai qu'on n'évolue pas en vase clos et qu'il y a forcément l'appui extérieur qui est bon. Il y a les coopérations que nous avons et ce qui est. Et ça nous permet de comprendre deux choses. La posture malienne, on peut dire ce qu'on veut. Mais le Mali est logique avec lui-même. Et puis il y a la posture burkinabé qui est comme ceci, comme il y a la radio. Donc, un peu ambivalente. Ambivalente. Donc là, le Mali est dans ça. Elle ne va pas pleurnicher. Le Mali a fait ses choix et puis elle s'assume, elle continue. Donc vous cette nation trouvez continue. qu'au Burkina on ne s'assume pas. Nous, on n'a pas une position claire. On n'a pas une position claire. C'est pour ça qu'on s'en va pleurnicher. On s'en va pleurnicher, dit le juge Varès. Votre avis, juge Inoussa Ouedraogo, le président de la transition qui reconnaît que ce qui s'est passé le 24 janvier était illégal et même répréhensible au regard des principes chers aux Nations Unies et à la communauté internationale dans son ensemble, mais qui estime qu'il y allait de la survie de la nation pour opérer ce coup d'État-là. Bon, vraiment, je pense que lui-même, il a conclu son affaire. Dès lors qu'il reconnaît que c'est illégal, dès lors qu'il reconnaît que c'est répréhensible, le débat est clos. Le débat est clos. Le débat est clos. Maintenant, pourquoi il sait que c'est illégal, pourquoi il sait que c'est répréhensible et il va se faire introniser président, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, on dit qu'il fallait le faire parce que c'était nécessaire. Et puis, on va encore dire que tout seul, on ne peut pas trouver la solution. Venez nous aider, etc. C'est un aveu d'impuissance à la limite que le président Damiba va faire au niveau des Nations Unies. Oui, mais les Nations Unies, c'est toutes les nations du monde. Et c'est là où certaines choses se passent. Il a pu rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, il a pu rencontrer un certain nombre de personnalités. Il y a sans doute, cette sortie a sans doute permis d'avancer ou d'échanger sur certaines problématiques, non seulement qui concernent le Burkina, mais aussi la région du Sahel. Vous savez, Président, si la rencontre des personnalités pouvait sauver le Burkina, il y a longtemps que Roch Kaboré aurait sauvé le Burkina. Qui est-ce que Kaboré n'a pas rencontré? Il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Des présidents sont venus au Burkina ici, que ce soit le président français, la chancelière allemande, les pays du Golfe. On a rencontré beaucoup de personnalités ici au temps de Roch Kaboré. Et Kaboré aussi est allé rencontrer d'autres personnalités ailleurs, y compris Erdogan et bien d'autres personnalités. Mais qu'est-ce que ça a changé? Non, je pense que
ce ballet diplomatique-là, c'est bien à prendre. La preuve, c'est qu'on a vu certaines personnes indiquer que c'était une percée diplomatique extraordinaire et que voilà, le président a rencontré... On peut aussi le prendre ainsi, vu le contexte, mondiale. On peut le prendre Moi, je dis, qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce que c'est ce que tous les présidents, in fine, font. On va aux Nations Unies, on rencontre des personnalités, on discute de tout et de rien, et puis après, chacun rentre chez lui et il vient retrouver ses problèmes. Damiba est parti, il a rencontré tout ce beau monde-là. On souhaite que ça marche. Mais je dis que ces personnes-là sont au courant du problème du Sahel et du Burkina. Ils savent ce qui se passe ici. Mais est-ce que ça les intéresse véritablement? Je ne pense pas. Si ça les intéressait, voilà 6 ans que nous sommes dans cette situation-là. Et quand on va toujours dire oui, si on ne nous aide pas, les autres pays de la sous-région aussi vont s'enflammer, notamment les pays côtiers, etc. Écoutez, je pense que nous avons nos problèmes. C'est des problèmes domestiques. Il y a une dimension géopolitique. Voilà pourquoi justement il faut se positionner clairement. Ça, c'est un premier aspect. Et deuxièmement, comprendre que, et Damiba lui-même l'avait dit, les solutions à notre problème là, c'est nous-mêmes d'abord. Est-ce que nous avons même exploré à l'interne toutes les pistes nécessaires à la lutte contre le terrorisme? Je ne pense pas. Parce que je suis convaincu que nous avons les ressorts nécessaires pour lutter contre ce fléau. Est-ce qu'on a pris la dimension qu'il faut? Parce que quand justement les officiers quittent le terrain de la lutte contre le terrorisme pour revenir prendre le pouvoir politique, le gérer, vous voyez par exemple que Damiba, ça fait des jours qu'il est aux Nations Unies, alors que peut-être que s'il était quelque part au front, il aurait été plus utile pour le Burkina. Alors, il aurait sans doute été plus utile pour le Burkina. Oui, juge Vara qui demande la parole depuis longtemps et en même temps pour faire un dernier tour de table sur cette question. Justement, après ce déplacement, comment on peut analyser les perspectives qui s'offrent pour l'amélioration de la situation politique et sécuritaire nationale? Oui, juge Vara. Après, juge Bougma. Bon, je crois qu'après le retour, on verra l'impact. Parce que dans son discours, c'est venez-nous en aide. Pour ne pas se répéter encore une fois. Et il a même rappelé ce qu'ils avaient comme... c'était quoi ils appelaient ça le plan d'action de la transition du 6 mai, oui. Qu'il a ramené sur la table. Et il a rappelé qu'il y a des partenaires techniques et financiers qui sont autour du Burkina Faso. Il a rappelé de venir vraiment en aide pour qu'on puisse boucler le budget. Parce qu'il parlait d'un budget de 18 milliards, il y a un gap de plus de 4 milliards de dollars. Donc, est-ce que ces partenaires-là pourraient venir parce que la lutte contre le terrorisme et les questions de développement demandent de l'argent et tout cela est inscrit dans ce fameux plan d'action de la transition du 6 mai. Maintenant, on attend de voir, il va revenir. Est-ce que cela est tombé dans des oreilles attentives? Maintenant, tout à l'heure, vous demandiez, il y a le fait que, ces grands rendez-vous-là, on le sait, c'est normal pour chaque État. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Il a rencontré Guterres de l'ONU. Guterres, il y a seulement quelques jours, a dit sur la question de la RDC, il y a aussi un autre grand planichard là-bas, le président Tshisekedi, il lui a dit, le M23, ils sont plus forts que les Nations Unies basées chez vous. Il lui a dit clairement, ce n'est pas un discours de diplomatie, ce n'est pas entre eux. Il a dit ouvertement, le M23 est trop fort pour nos forces onusiennes présentes chez vous. Il y a 46 façons de dire autre chose, de dire que cherchez par vous-même à trouver une solution et cherchez avec vos voisins comment est-ce que vous allez vous en sortir. Il n'y a pas 46 façons de dire la chose. Et c'est ce qu'il faut faire. Même au Burkina Faso, ne pensons pas que ceux-là vont venir nous sauver. Il y a en tant qu'État, de façon logique, des coopérations que nous avons militaires et autres, de façon stratégique, des rapprochements que nous avons avec X et Y, mais avec des choix qui sont bien lus, avec une vision qui est bien affirmée. Oui. Quand c'est comme ça, et quand on lit là où vous partez, vous êtes plus à l'aise. Je prends encore ce que nous avait révélé une structure européenne sur le cas burkinabé après la visite, la première visite de nos autorités burkinabées. Je pense qu'en ce moment, il n'y avait pas d'Amiba dans la délégation au Mali. Qu'est-ce que les Européens ont lu? Ils ont dit, voilà des gars qui nous ont demandé une présence
sur leur sol pour les aider à combattre les terroristes, mais qui donnent l'impression d'aller à l'école malienne. Donc on ne lit pas bien dans leur posture. C'est eux qui l'ont écrit dans leur rapport. Et c'est ressorti. Donc, comme quoi, dans la vision il faut qu'on se détermine et on qu'on ne comprend pas où est-ce que nous sommes. Oui. Donc, c'est ça le problème. Je ne dis pas que comment dire cela, le choix malien est bon. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais quand vous êtes dans une option, soyez-y de façon ferme et concrète. Et comme ça, les gens savent que vous êtes avec et vous y allez. Le Niger a fait son choix aussi. C'est passé devant le Parlement. Oui. Il s'assume et il continue. Il essuie aussi, comment dire, quelquefois des manifestations. Il y en a eu récemment dans la capitale nigérienne. Mais il y a un président qui s'assume. Il a fait appel à des gens pour pouvoir régler son affaire. Donc je veux dire que c'est un peu ça qui manque. Donc tant que vous n'avez pas votre vision qui est claire, les gens ont du mal à venir vous accompagner. Exactement. Vous allez vous dire, bon, on a un gap de 4 milliards sur le budget que nous avons en termes de plan d'action de la transition. Les gens ils regardent parce qu'ils viennent au regard des intérêts qu'ils ont. La preuve aujourd'hui, on voit comment vous travaillez avec X, donc moi je m'en exclus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on comprenne, et c'est pas aller pleurnicher avec le discours qu'on a là qui va changer les choses. Pourquoi est-ce qu'on se souvient du discours de Sankara ? Pourquoi est-ce qu'on se souvient du discours de Sankara ? Parce que quand vous regardez son contenu, ce qu'il allait dire au reste du monde, c'est ce que lui, il peut pour son pays. Il a été un peu précurseur sur cette question-là, à ce moment-là. Oui, ce que Sankara a dit... On ne trouvait pas quelqu'un qui aurait eu le courage de dire ces choses-là. Parce que Sankara n'est pas allé demander ce que vous pouvez faire pour nous. Il dit tout ce que vous pouvez faire pour nous, c'est nous aider à vous passer de vous. Maintenant, voilà ce que nous pouvons faire pour ce peuple-là. Voilà les turpitudes dans lesquelles sont ce peuple-là. Si vous ne le comprenez pas, nous les comprenons mieux que vous et nous sommes à même de pouvoir y apporter des solutions. C'est pourquoi ça reste mémorable. Ça reste mémorable, oui. Juge Bougma. Oui, je disais que le cas guinéen et malien, c'est différent du cas burkinabé. Il y a 150 personnalités maliennes qui sont sanctionnées, avec interdiction de voyager, avec gel des avoirs. C'est vrai que le président et le ministre des Affaires étrangères n'en font pas partie compte tenu de du rôle qu'ils incarnent, mais ce n'est pas le même niveau de sanction. C'est pourquoi j'ai dit le Mali et la Guinée, c'est un niveau de responsabilité. Ils ne sont pas forcément les bienvenus au niveau des Nations Unies, même si le premier ministre malien y a pris part. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Choguel Maïga avait dit que la France leur abandonnait à plein vol. C'était dans la même tribune des Nations Unies. Voilà. Donc, le nouveau premier ministre a d'ailleurs également rappelé. Voilà, il a rappelé. Mais il y a un fait qui est là, aux yeux de la communauté internationale, il y a des bons putschistes et il y a des pas bons putschistes. Ça, c'est un fait. Par rapport à... Vous décidez de vous assumer conséquemment, vous allez les avoir sur votre dos. Sankara l'a payé cher. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc comment est-ce que je m'adresse à ces messieurs sans les froisser? Mais regardez quand il parlait, il y avait qui dans la salle? Pendant le ballet des chefs d'État africains. Regardez la salle. Il n'y avait personne. Ouais. Non, elle est vide, c'est une salle quasi vide. Que ce soit notre président Damiba, que ce soit le Malien. Regardez. Ajoutez Macron aussi. Même Macron. Ajoutez Macron, c'est important. C'est pourquoi j'ai dit, les gens vont pour... Il y a une sorte de désintérêt par rapport à... C'est pourquoi j'ai dit, les gens, ils vont beaucoup plus pour la balade touristique que pour participer aux travaux. Même le sommet de l'Union africaine, c'est comme ça. Il y a des chefs d'État qui viennent pour la photo de famille, et après la photo de famille, il disparaît. Il ne suit même plus les travaux, il est parti. Il ne termine même pas le sommet. Il prend un vol, il continue de l'autre côté. Donc, ces images des salles vides qu'on a vues interpellent en même temps. C'est-à-dire quand quelqu'un compte sur cette tribune où personne n'est là pour l'écouter, dit qu'il allait demander un coup de main, je doute que ce coup de main-là, il est là-bas. C'est ailleurs que vous pouvez avoir ce coup de main, pas forcément à cette tribune. Parce que ce qui se déroule dans cette tribune-là, ce n'est que du jamboree. Et puis c'est des discours très longs. Lui-là, il descend, celui-là, il monte. Lui, celui-là, il descend, celui-là. Et puis des gens qui passent leur temps à se régler des comptes. Qu'est-ce que vous allez suivre là-bas? Non. Donc, la réalité, je dis bien, pour les pays qui se sont développés, ils n'ont pas compté sur la tribune des Nations Unies pour se faire respecter. Non. Ils utilisent la tribune, c'est vrai, mais en même temps, il y a un travail de fond qui est fait avec l'implication de leur population, avec des partenaires qui vous accompagnent sans complexe et sans condition pour dire si Inoussa vient, moi je ne viendrai pas parce que non. Ce n'est pas. Je pense que c'est ça aussi la souveraineté de nos États. J'ai dit contradiction aussi parce que quand vous dites que ce n'est ni la Russie ni la France, et vous dites que si vous ne venez pas en air, on tombe, il y a une contradiction. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que nous avons pu avoir un discours cohérent? La cohérence du discours fait partie de l'adhésion que vous allez avoir. Sankara a dit des choses qui ne me plaisaient pas, mais c'est cohérent, c'est vrai. Donc,
ici, il n'a pas passé son temps aussi à légitimer un coup d'État. C'est un coup d'État. Non, c'est déjà un coup d'État. Il faut passer maintenant aux choses sérieuses. Il faut passer et puis on passe à autre chose, quoi. Voilà. Donc quand vous dites que c'est illégal, c'est illégitime, et si les gens vous disent que vous êtes illégal et illégitime, est-ce que vous allez les sanctionner? Ouais. Donc il faut passer aux choses sérieuses et nous allons passer au deuxième sujet de notre audience de ce jour. C'est justement le bouillonnement de la classe politique avec des crises par-ci, par-là, des démissions au parti, dans un certain nombre de partis politiques, la création de nouveaux partis politiques. Ces déplacements, ce n'est pas nouveau, mais c'est récurrent un peu dans la classe politique burkinabé. On est dans une nouvelle phase de recomposition, juge Inoussa Ouedraogo. Oui, c'est normal, c'est le mercato politique. Il faut se repositionner. On était au pouvoir, le pouvoir est tombé. Il faut trouver les moyens de continuer à survivre. On est habitué à ça il y a longtemps. On a connu des gens qui étaient au CDP. Quand le CDP est tombé, ils sont allés au MPP. Quand le MPP est tombé, ils ont rejoint d'autres partis en espérant qu'ils vont tirer leur marron du feu. Et très rapidement, quand ils se sont rendus compte que, bon, apparemment là-bas, il n'y aura pas à boire et à manger, ils ont migré encore vers d'autres destinations. Ce qui est malheureux, c'est que justement, il n'y a aucune conviction chez la plupart de nos acteurs politiques. Tout ce qui compte, c'est le ventre. Tout ce qui compte, c'est le positionnement. Comment je rebondis. Mais ceux qui sont malheureux. Partis ne seront pas d'accord avec vous quand mais vous dites bien entendu, ce n'est que le ventre. Mais c'est la politique du ventre. Parce que si c'était la politique des idées, on n'aurait pas migré comme ça de parti en parti. Parce que soit vous êtes libéral et vous y croyez fermement, soit vous êtes social-démocrate, vous y croyez fermement, soit vous êtes communiste, vous y croyez, etc. Mais aujourd'hui, on a des gens qui hier étaient des libéraux, aujourd'hui sont sociaux-démocrates. Après, eux-mêmes, ils ne savent pas quelle est leur vision, quelle est leur démarche idéologique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas de fond. Aujourd'hui, regardez la classe politique. Elle est où? Elle a disparu. C'est vrai que Damiba a dit, bon, allez-y vous occuper d'autres choses et puis laissez-nous faire. Mais on est vite revenu sur ce terrain de regroupement politique ils se regroupent dans la perspective donc, de la fin de la transition. Qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils sont en train de se réorganiser pour attendre les élections. Et c'est ça les hommes politiques. Or, nous avons besoin d'hommes d'État qui pensent aux futures générations, qui réfléchissent à comment sortir le pays de cette situation. Mais eux, ils pensent à la prochaine élection, comment se faire élire député, maire, etc., etc. Comment être le plus proche possible de la table à manger. Et c'est ce qui est dommage. Voilà pourquoi justement nos populations doivent à un moment donné comprendre qu'avec ces politiques-là, on ne peut pas avancer d'un pas. Parce que depuis 1980, malheureusement, ce sont les mêmes. Certains ont fait une dizaine de partis politiques, mais ils sont toujours là à dire aux populations qu'ils sont la solution à nos problèmes. Les hommes ont toujours été et seront toujours en politique les dupes naïfs des autres et d'eux-mêmes, tant qu'ils n'auront pas appris que derrière les déclarations, derrière les positionnements, derrière les promesses, se cachent rien que des intérêts. Et c'est ce que ces hommes politiques-là nous montrent tous les jours que Dieu fait. Alors, bien entendu, il y a quelques-uns parmi eux qui font l'effort de rester constants, de montrer qu'ils ont une vision pour le pays et nous les encourageons à demeurer ainsi parce que les enjeux sont forts. Les enjeux sont forts, dit le juge Inoussa Ouedraogo. Crise donc au CDP, démission au MPP, démission à l'UNIR MPS, création de nouveaux partis politiques. Finalement, on rebat les cartes et on recommence. Oui, mais puisque c'est d'abord c'est un terrain qui est fertile et qui est favorable, puisque la Constitution reconnaît l'existence du multipartisme, reconnaît la liberté d'association et de regroupement en partis politiques. Dès lors que c'est consacré par la Constitution, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas aller pouvoir ailleurs. C'est comme la création des entreprises. Dans tous les domaines, il y a plusieurs entreprises qui ont des offres différentes. Maintenant, chacun se bat à qui mieux pour pouvoir tenir. Donc, ça aussi dans l'ordre normal des choses, donc de notre nature. Le cas burkinabé, il est plus que préoccupant parce qu'il y a une floraison de partis politiques qui se réclament de la même idéologie. Vous prenez les sociaux-démocrates, il y en a plein. Vous prenez les libéraux, il y en a à l'appel.
c'est quelques centristes. Vous prenez ceux qui se réclament, les centristes ne sont pas nombreux. Vous prenez ceux qui se réclament de l'idéal de Thomas Sankara, donc qui se font appeler partis sankaristes. Il y en a beaucoup. Il y en a même qui se réclament panafricains, donc des partis d'obédience panafricaine. Il y en a beaucoup. Et ces messieurs, ces dames, convaincus et convaincants, n'arrivent même pas à s'entendre pour être dans un seul giron, dit bon, label social-démocrate, nous voici. Label libéral, nous voici. Mais arrivé aux élections, ce qui est marrant, c'est que les mêmes qui se réclament des mêmes bords idéologiques n'arrivent même pas à s'entendre sur la candidature d'un seul social-démocrate contre un libéral, un centriste et tout. Cela aurait pu assainir les choses. Nous ne sommes pas à ce regroupement-là. Chacun se repositionne, revendique, comment on appelle ça, une idéologie, peut-être qu'à la création, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas eu aujourd'hui parce que ça n'est même plus nécessaire. À quoi sert un bloc idéologique? Il faut éviter de se confiner dans un carcan. Voilà, donc comme si porter un nom de famille vous réduit dans un carcan. Alors que c'est l'ADN. Vous défendez quoi? Quelles sont vos convictions? Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous ne transigez pas? Mais si quelqu'un dit... Et ça, c'est illisible. Il n'y en a même pas. Parce que, comme il n'y en a pas, le meilleur justificatif, c'est de dire qu'on refuse de se confiner dans un carcan idéologique, alors qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Non. Parce que quand des gens s'engagent avec vous, il y a des choses sur lesquelles vous négociez, des choses sur lesquelles vous ne négociez pas, compte tenu de votre essence idéologique et vos convictions. Il y a des partenaires qui vont venir vous dire que sur ces questions, nous ne pas bouger. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs cardinales, c'est pas possible. À une certaine dose de collaboration humaine, à un autre niveau, c'est pas possible. Donc, vous voyez des gens de la droite qui s'acoquinent avec des gens de la gauche par rapport à des partenariats, parce que le partenariat vient de l'autre côté de la mer, lui il est de la droite, mais il pactise avec quelqu'un qui est de la gauche, qui ne partage même pas les mêmes valeurs africaines. Mais on y est. Donc on est dans ce désordre-là. Et à côté, l'argent roi introduit insidieusement en politique a fait comprendre que c'est par là que tu peux te réaliser le plus facilement et le plus rapidement possible. Un homme politique burkinabé d'ailleurs disait que la politique, c'est le lieu du meilleur investissement. C'est là où on ne perd pas. On peut perdre, mais si on gagne aussi, c'est beaucoup. Donc, les uns et les autres, en fait, font de l'investissement. Alors qu'on devrait se mettre au service des uns et les autres. Mais si vous faites un investissement, naturellement, président, vous attendez à rentabiliser. Et si ça ne marche pas ici, vous retirez vos actions pour aller les placer ailleurs. Pour que ça continue de marcher. Et donc ça devient un business. Parce que ça devient un business. On est arrivé là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assainir. Et l'assainissement, on ne peut pas interdire parce que la Constitution l'autorise. Il faut prendre des lois. Vous dites, bon, pour que les partis politiques existent, voici ce qu'il y a, voici ce qu'il y a. Mais on n'interdit pas la création. Alors, rapidement, juge Vara, est-ce que ça veut dire finalement que dans la classe politique, on n'a que des mariages de lapins et de carpes et que les gens s'accommodent ou s'acoquinent sur la base de leurs intérêts? C'est ce qui ressort de tout ce tohu-bohu, ce ramdam politico-social, si l'on peut dire? Je rappelle une phrase de Kaboul, il disait que la politique, en définitive, est-ce que ce n'est pas le compromis perpétuel? Compromis ou compromission? Maintenant, compromis selon celui qui fait le calcul, compromission selon celui qui se sent trahi, ou bien celui qui fait une lecture de l'intérêt derrière. Pour dire quoi? Acceptons aussi quelque chose, c'est que notre démocratie et la façon de se faire a beaucoup évolué, que ce soit ici ou de là où on l'a hérité, parce que ce n'est pas d'abord notre modèle ici de pouvoir. Ça n'a pas été comme ça. C'est quelque chose qu'on a reçu et qu'on est en train d'essayer. Même quand vous prenez le cas de la France, regardez un peu. La question des blocs est en train de disparaître. C'est à qui peut mieux fédérer derrière. Sinon, quand vous regardez Macron, il avait quoi derrière? Rien. Il a formé son mouvement qui a rassemblé à gauche, à droite, au centre. Et puis il a avancé. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques en Afrique qui avait déjà proposé cette voie-là. Voilà, ça veut dire qu'on est aujourd'hui, quoi qu'on dise, dans une démocratie élective. On est aujourd'hui dans l'essentiel des choses, c'est le pouvoir et l'avoir. Et maintenant, derrière, on fait ce qu'il faut pour pouvoir y être avec les hommes qu'il faut. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. La question des blocs idéologiques, à un moment donné, ça a eu son temps. Aujourd'hui, ce n'est pas la préoccupation des uns et des autres. Ça peut faire mal de le dire parce que normalement, on se dit que quand on vient en politique, il y a quelque chose qu'on doit transpirer en termes de vision du monde et en termes de solutions à apporter. C'est ça qui fait les blocs.
et qui fait qu'on adhère à une solution où on pense que c'est une autre qui est bonne et qu'on garde et dans laquelle on reste. Aujourd'hui, ça a été dilué dans autre chose. C'est le jeu des alliances, c'est le jeu des mouvements, et quelquefois même, je ne dirais pas d'alliances mal assorties, quelquefois c'est des incestes. Oui. Mais vous les avez, et ça se fait, et c'est comme ça, parce que l'intérêt, c'est avoir le pouvoir, rien que le pouvoir. Maintenant, comme on parle des démissions, par exemple, pour MPP, il faut peut-être regarder et analyser dans ce qu'est le parti, comment lui-même s'est constitué. Exactement, puisque c'est la saignée la plus importante, hein, si l'on ne s'abuse. Quand vous regardez aussi, le MPP s'est constitué comme ça. C'est des intérêts divers qui sont venus, maintenant avec 3 personnes qui ont vraiment porté le projet et puis qui ont ratissé comme ils pouvaient. Mais en ce moment, il y avait un lien fédérateur, c'est-à-dire faire blocage à la modification de l'article 37 de la Constitution et créer un nouveau courant à l'intérieur du parti qui était au pouvoir pour porter ce combat-là. Avec en ligne de mire Kossiam. Bien sûr. Et ça, c'était dans la stratégie. Voilà pourquoi on a parlé d'une transition-transmission. Donc, et ça, c'est-à-dire que ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont déroulé en fait comme Futurible et pour lequel ils ont fait le choix, c'est ce qui est arrivé. Ils sont arrivés au pouvoir. Hier, c'était le débat d'ailleurs au journal Dimanche soir. On avait Paré et le docteur Émile Paré qui rappelait cela. Qui a expliqué par le menu les raisons pour lesquelles il y a eu ce délitement. Et une fois le pouvoir perdu. À partir du moment où ils ont ce pouvoir, maintenant comment est-ce qu'ils l'ont géré? Le problème c'est que il y a des. Bon, ils ne veulent pas qu'on dise clan, ils parlent de courant en interne, mais il y avait des clans. Et Salif Diallo qui disait lui-même que c'était un mouvement encore, il faut travailler à en faire un parti qui soit vraiment celui uni et tout. Mais ça, ils n'y sont pas parvenus. Les gens sont venus avec leurs hommes, chacun a coopté ses hommes, et puis chacun, quelquefois, ne pouvant pas, ou se disant d'être peut-être d'une certaine garde, a tenté de positionner qui il pouvait. Et ça a été le jeu des positionnements, jusqu'à ce que, aujourd'hui, le pouvoir perdu, peut-être ceux, même quand je prends le cas du docteur Paré que j'ai reçu hier, ceux qui disaient, bon, on a mouillé le maillot, on ne peut pas accepter que les ministres là, soient des gens qui n'ont pas la carte du parti, nous ne l'acceptons pas. Mais est-ce que vous pensez que beaucoup qui pensent comme ça, qui se disent que pendant que ça mangeait, nous n'y a pas eu droit, parce que nous avons, comment dire cela, nous avons fait ce qu'il fallait, maintenant que vous êtes tombés, de venir souffrir avec vous, on n'a pas mangé avec vous, vous voulez que je vais souffrir avec vous. Oui, des fois aussi, c'est un peu la logique. Mais acceptons aussi que, quand vous regardez, il y avait 46 personnes qui sont parties au niveau du BPN. Lorsque Moussé partait, cette fois-ci, c'est plus de 115, 116. 123 au total. Ça fait du nombre. On ne va pas dire que tout cela, c'est la politique du ventre. Non, justement. On ne va pas le dire. Il y a que le parti s'est constitué sur un certain nombre d'éléments. Maintenant, qui n'a pas permis qu'on ait un vrai parti, comme le disait en son temps Salifou Diallo. Mais à un moment donné, lorsque vous perdez le pouvoir, c'est normal que ça arrive. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce que notre scène politique est en train de se recomposer. Parce que j'ai dit encore, on est dans une démocratie électoraliste. Les gens ne réfléchissent pas courant, les gens réfléchissent pouvoir et comment l'atteindre. Et donc, on est dans les jeux d'alliance. Vous allez voir que tous ceux qui sont en train de quitter les partis, ou bien les partis même qui sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, c'est tous ceux qui ont géré pratiquement le pouvoir aussi ensemble. Donc, on n'est pas en train d'assister à comment dire cela, à de nouveaux visages qui viennent, non, on est en train de faire du neuf avec du vieux. On est en train de faire du neuf avec du vieux, oui. Avec des générations, toutes générations comprises, hein. Comprenons-nous. Les formations qui sont en train de venir là, c'est du neuf avec du vieux, toutes générations comprises. Maintenant, le problème c'est comment est-ce que le peuple, lui, il risque de se trouver encore, je ne dirais pas fourvoyé, voilà, c'est ça le terme. Parce qu'il a l'impression de faire à chaque fois confiance à une nouvelle offre. Mais en fait, derrière, c'est les mêmes là c'est les mêmes. Et je rejoins ce que Inoussa Ouedraogo disait. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Je rejoins ce que Inoussa Ouedraogo disait. C'est-à-dire qu'on ne sécrète pas quelque chose de nouveau forcément en tant que tel. Il y a ceux qui sont cooptés, qui viennent avec les avatars de ceux qui les ont cooptés. Donc,
on a une transmission générationnelle, quelquefois comme verre dans le fruit, et ça continue. Et donc les clivages là, ça continue. Certains vont dire non, c'était le fait de Alassane Bala Sakandé, mais il n'y a pas que lui. Il y a d'abord l'essence même, comment est-ce que le parti lui-même s'est formé, et comment il a géré le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est logique qu'avec, quand vous regardez le CDP qui est quand même une force politique. Bien sûr, l'un des barbares politiques, voilà, qui est en pleine crise. Vous regardez, je ne sais pas ce que le parti des Zéphirins Diabré, l'UPC, l'Union pour le progrès, comment est-ce qu'il est positionné aujourd'hui, mais lui aussi a connu sa crise. Donc vous regardez, ça semble être un jeu ouvert. Et chacun se dit, c'est à qui pourra rassembler le mieux et convaincre ceux qui, parce qu'on connaît comment ça se passe, qui sont les gens des grands électeurs et qui ont de bonnes bases, qui pourra accéder à ce pouvoir. Donc les gens ne réfléchissent que élection. C'est normal ce qu'on voit. Objectif à nouveau cautionable pour la prochaine élection. Comment dès lors, et ce sera le dernier tour de table, comment on repense ce système partisan et comment on projette les batailles électorales censées remettre le pays sur les rails d'un nouvel ordre constitutionnel, institutionnel, juge Ouedraogo? Mais il faut d'abord pacifier le pays, parce que dans ce contexte-là, il est difficile d'organiser des élections. Et il faut s'assurer que l'offre qu'on va présenter aux Burkinabés nous permette non seulement de sortir définitivement de la crise, mais surtout nous offre des perspectives encore plus intéressantes pour nos populations. Sinon, si c'est les perpétuels recommencements, j'ai peur qu'on soit toujours dans la même situation où, en fait, les hommes politiques se succèdent à la tête et se règlent les comptes au sommet de l'État. Et puis, on parle de réconciliation. Il faut réconcilier telle équipe qui a perdu le pouvoir avec telle autre équipe, etc. On est dans le perpétuel recommencement. Et les problèmes, malheureusement, des citoyens sont posés et non résolus. Je pense qu'à un moment donné, nos hommes politiques aussi doivent saisir justement ces périodes de crise-là pour faire leur introspective, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment aller sur de nouvelles bases. Mais malheureusement, quand on regarde les agissements, les comportements et les raisons qui sont avancées par certains pour quitter tel autre parti ou pour rejoindre tel autre parti, mais au fond, on se rend compte que très peu sont ceux qui prennent en compte les intérêts de ceux qui les ont élus. On ne quitte pas parce qu'on n'a pas été capable d'apporter le développement, mais on quitte parce que telle personne a bouffé me laisser et je n'ai pas été pris en compte dans le partage du gâteau, etc. Et malheureusement, les citoyens sont là, les populations sont là, ils continuent de souffrir et puis bon, eux, ils continuent de s'engraisser. Donc à un moment donné, moi je pense qu'il appartient justement à nos populations de se déterminer aussi, de faire confiance à des gens qui sont soucieux de leurs conditions, qui ont de la vision et qui ont véritablement la carrure d'homme d'État. Mais sinon, si on fait confiance toujours à des personnes qui ont fait de la politique des entreprises, évidemment, on serait toujours dans le perpétuel recommencement. Très rapidement, juge Bougma, comment vous voyez donc les prochaines empoignades électorales? Non, il faut travailler à ce qu'on ne soit pas dans un système de démocratie électoraliste, où quand on arrive à organiser les élections, tout va bien. Il faut travailler à élever le niveau de conscience politique des Burkinabés pour que même ceux qui reculent puissent s'intéresser à la chose publique. Mais tant que l'exemplarité ne viendra pas de là-haut, par rapport à la gouvernance, il y aura toujours ce désintérêt et on prendra toujours les mêmes pour recommencer, alors que les mêmes qu'on prend pour recommencer ont cloné. Ils ont des petits qui ont appris les mêmes pratiques et qui continuent de faire les mêmes pratiques. Les partis politiques ne sont pas, au Burkina pour la plupart, ne reposent pas sur des bases solides. Ça se repose beaucoup plus sur un homme. Donc, après, ça reste, il y a même des partis qui sont devenus pratiquement des partis politiques d'obédience familiale. Ça, c'est devenu même au niveau du Burkina. Alors, il faut changer tout ça. Et justement, donc quand ça devient un bien privé, une entreprise personnelle ou une entreprise familiale, naturellement, ça va être très, 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 très compliqué. Donc on ramène tout à quelqu'un qui, quand il prend, écrase aussi les autres, brime la liberté d'expression à l'intérieur du parti. Les uns les autres sont étouffés, ils vont se pouvoir ailleurs. Alors rapidement, 30 secondes, juge Vara, comme dit Bernard Bougma, est-ce que finalement on a assez de cette transition
pour pacifier ou pour, en tout cas, mettre de l'ordre dans ce paysage politique national avant les élections? Moi, je pense que la vocation première de cette transition-là, c'est de nous récupérer une bonne partie du pays. Même si ça ne sera pas la totalité, je pense que c'est leur objectif premier. Maintenant, le fait de n'avoir pas pu récupérer l'entièreté du pays ne doit pas être un prétexte pour repousser les élections et puis pouvoir rester se visser encore. C'est ça qui est d'abord important. Il y a ceux qui veulent rester au pouvoir, qui vont en politique. Si vous voulez le faire, vous y allez. Maintenant, on est en train de regarder quelque chose qui est en train de se passer, c'est une récomposition de notre scène politique. Parce qu'il y a eu des grands blocs qui ont géré le pouvoir. Quand vous regardez le CDP en son temps, qui est en train de connaître sa crise, il y a le MPP maintenant, avec tous ceux qu'il y avait autour. Maintenant, tous ceux qui sont en train de le quitter, on sent qu'ils sont en train d'aller à un autre regroupement. Donc il faut déjà observer pour voir vers où ils vont. Et même pour aller à ce regroupement, chacun veut venir en tant que tête. C'est pour ça qu'il y en a qui quittent et qui créent leur parti. Il y en a qui quittent, qui vont avec un certain nombre de personnes. C'est ça aussi la réalité. Vers où ils sont en train d'aller. Il y a des mouvements aussi qui ont été créés entre-temps, qui disent qu'ils ne sont pas encore des partis politiques. Mais on a vu aussi comment le parti des Effilés s'est créé. C'est parti de réflexion. C'est parti de réflexion, de mouvement, et tout ça. Donc, de formes différentes. Pour se fondre ensuite. Donc il faut bien regarder. Je sais que ça va beaucoup s'activer, mais il ne faut pas être pressé. On va toujours observer et puis on fera la bonne analyse. On restera donc dans l'observation pour voir les dynamiques qui seront enclenchées d'ici et là. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première de cette semaine sur Truth TV et Watt FM, les médias leaders. Merci, juge Bougma, pour vos éclairages. Merci également à juge Geoffroy Vara. Merci. Et merci au juge Inoussa Ouedraogo. Merci à vous tous. Merci à vous tous, aux auditeurs de la 100.7 Watt FM et téléspectateurs de la Truth TV, ainsi qu'à toutes les équipes de techniques de réalisation menées aujourd'hui à la télévision par Aimé Zoundi et à la radio par Alphonse Déduit. Le tribunal de l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien qui vous retrouve demain avec un maillet toujours aussi incisif et sans complaisance.